Bonjour Mathilde Aubineau et bonjour Philippe Branche. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Alors, on va parler du livre que vous publiez, ce que les Nobel ont à nous dire. Alors, il faut le dire tout de suite, ça ne parle pas de physique quantique, de littérature tanzanienne, de l'exode de Marielle qui a inspiré les derniers prix Nobel d'économie. Ça ne parle pas des Nobel, mais ça fait parler. C'est un livre qui fait parler les Nobel. Est-ce qu'ils peuvent nous servir d'exemple? Est-ce qu'on peut s'inspirer de leur sagesse? Est-ce qu'ils peuvent nous guider pour donner un sens à notre vie? C'est ça, au fond, les questions que vous êtes posées. Mais j'ai d'abord une première question à vous poser. Qu'est-ce qui fait que vous avez 30 ans, même pas? Qu'est-ce qui passe dans la tête en se disant oh, tiens, on va aller interviewer des prix Nobel? C'est une excellente question. Avec Philippe Branche, on avait déjà écrit un livre ensemble sur la Chine. Et on s'était dit que c'était intéressant de poursuivre ce travail d'écriture. Et on allait à la rencontre de personnes qu'on admire, des personnes exceptionnelles. Et on a pensé au Nobel. L'objectif de cet ouvrage, c'est en effet de devenir meilleur, d'apprendre et d'essayer d'être plus exigeant, plus curieux. Et les Nobel nous ont aidés pour ça. Est-ce que vous diriez que c'est un livre au fond, sur le bonheur ou en tout cas sur la façon de pouvoir réussir sa vie? Oui, exactement. C'est vraiment il y a une dimension pratique dans ce livre. On a essayé de s'intéresser vraiment à la personnalité des prix Nobel et non pas à leur science. Souvent, quand on parle des prix Nobel, on s'intéresse à leurs travaux. Et là, on a essayé de d'essayer de comprendre un petit peu leur personnalité en posant toujours les mêmes questions et voir si en fait il y avait des réponses récurrentes pour voir un petit peu si on pouvait déceler des clés de succès parce que c'est vraiment des figures qui sont en fait exceptionnelles quand on réfléchit statistiquement. La probabilité d'avoir un prix Nobel dans une vie, c'est quasiment zéro. Voilà. À part qu'à la fin, vous d'ailleurs, à la fin du livre, il y a des petites anecdotes sur les Nobel. Il y en a qui l'ont eu plusieurs fois. Oui. Et qui ont fait leurs travaux pas loin d'ici. Enfin, là ici, on est à Versailles, près de la mairie de Versailles. Je crois qu'ils ont fait leurs travaux là, une partie de leurs travaux là-bas. Donc, il y a les Curie, en effet, qui ont eu plusieurs prix Nobel. Alors, il y a une question quand même qui se pose sur la sagesse, au fond, des Nobel. Est-ce qu'ils sont tous sages? Vous vous souvenez de cette histoire de ce milliardaire américain qui s'appelait Graham, qui avait fondé la banque de sperme des prix Nobel, en se disant, on va faire des enfants super intelligents, on va demander au prix Nobel de donner leur sperme, on trouvera des mères porteuses et on va faire des gens très intelligents. Là, il y a eu quand même malheureusement un prix Nobel qui a accepté, qui s'appelait William Shockley, qui était un type pas très recommandable d'ailleurs. Alors, ça veut dire qu'il faut faire attention, c'est pas parce qu'on est superbement intelligent qu'on est forcément sage dans sa vie. Oui, ça c'est important. Et justement, par rapport à la question de la sagesse, ce qu'on a aussi voulu mettre en avant, c'est parfois l'écart des Nobel dans la façon dont ils vont appréhender des sujets, leur vie quotidienne aussi. Parfois, il y a un décalage finalement et leur regard, leur recherche, leur curiosité font que finalement, ils sont à l'écart par rapport aux normes, par rapport à ce qui est attendu et par rapport à ce qu'il y a toujours eu. Et ce qu'on a toujours eu, entendu ou fait, finalement, c'est très très dangereux parce qu'on rentre dans des habitudes qui sont néfastes. On va y venir sur les leçons qui nous donnent et en effet c'est celle que j'ai retenue le plus, c'est-à-dire qu'ils sont au décalage au fond. Mais d'abord sur la façon dont vous avez construit ce livre, c'est quand même intéressant. Je disais je crois que vous avez 30 ans, Mathilde vous avez moins de 30 ans. 30 ans. 30 ans. Voilà, une trentaine d'années. Vous ne vieillissez pas, c'est sûr. Alors, j'ai remarqué quand même, mais il n'y a pas dans votre livre Emmanuel Charpentier, Esther Duflo, Jean-Pierre Sauvage, Jean Tirole, Patrick Modiano ou Jean-Marie Leclésio. C'est-à-dire que vous n'avez pas interviewé de prix Nobel français. Pourquoi? Alors, dans notre... Est-ce que vous leur avez demandé? Est-ce que... Donc dans notre livre, on a choisi 10 prix Nobel, 10 chapitres. Ce qui nous intéressait, c'était de montrer la variété des disciplines, des parcours aussi. Des scientifiques, il y a des prix Nobel de la paix aussi, et de différents... extraordinaires. Du Japon, du Yémen, des États-Unis. Oui. Donc ce qui nous intéressait, c'est... Alors parfois on fait allusion à d'autres prix Nobel qu'on n'a pas interrogés, on a fait des recherches, on est revenu sur leurs discours, sur leurs travaux. Mais voilà, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre
Et puis d'aller rencontrer des prix Nobel qui sont qu'on connaît peu en France. Mais et c'est intéressant parce que vous regard-là. dressez un peu leur portrait. C'est intéressant. Mais comment vous avez procédé? Alors vous les avez contactés, vous leur avez écrit? Oui, aussi simple que ça. On a envoyé un mail, on leur a expliqué un petit peu le projet du livre. Et puis la plupart du temps, voilà, ils nous ont répondu de façon positive. En fait, ils sont accessibles. C'est l'intérêt de ce livre, c'est de se rendre compte que ces personnalités qu'on a à venir, ils sont pour la plupart accessibles, en fait très généreux dans leur temps et dans leur savoir. Et c'est vraiment, en fait, ils ont été adorables, en tout cas avec nous, et on les remercie encore d'avoir accepté de passer 1 heure avec nous. Et donc on est heureux de partager un petit peu leur point de vue de ce point de vue-là. Alors, on va venir justement sur les questions. Vous disiez il y a 10 prix Nobel et il y a 10 chapitres sur 10 thèmes différents. On ne va pas pouvoir tous les aborder, mais ce que vous disiez est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs la rectrice de Berkeley qui en parle en introduction de votre livre, que vous avez aussi rencontré, et qui dit au fond... tous ces prix Nobel, ce sont, je la cite, des agents du changement. Hein, elle dit ça. Et c'est vrai que, ce qui est très frappant, ces gens qui savent absolument tout dans la matière qui est la leur, ils regardent le monde avec des yeux comme pour le découvrir, comme s'ils ne savaient rien. Ça m'a assez frappé, ça. Et ça, à chaque fois, on a été stupéfait avec Philippe, parce qu'il y a un regard neuf, un regard comme un enfant qui s'émerveille, qui n'est pas blasé. Et ça, c'était fascinant dans la façon dont ils appréhendaient leur sujet. Et on a eu la chance, en effet, que la rectrice de Berkeley ait accepté de participer à cet ouvrage avec sa préface. Et c'était important aussi pour nous de mobiliser aussi les universités, parce que c'était un signal qu'on envoyait aussi à la jeune génération. Les Nobel, c'est évidemment une aura, une figure très statutaire, mais c'est aussi de revenir sur les formateurs. Ils ont été nombreux à évoquer leurs professeurs, leurs parents, leurs pères, les personnalités qui ont compté aussi pour eux. Et on a voulu aussi rendre hommage à tous ces professeurs, tout ce savoir qui compte aussi. Oui, et pour compléter ce que dit Mathilde, oui, donc effectivement, les prix Nobel scientifiques sont des agents du changement. Et un point commun qui transparaît dans toutes les interviews, c'est cette curiosité. Vraiment une curiosité infinie. Avec vraiment, et sur tous les domaines. Alors on s'imagine, par exemple, on a des experts en astrophysique, mais en fait, ils s'intéressent vraiment à des domaines vraiment, c'est d'un éclectisme unique. Donc ça, c'est peut-être une des clés, s'il y en avait une clé, moi qui m'a particulièrement marqué, c'est cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette passion pour la science d'une façon générale. Je me souviens d'un prix Nobel qui nous avait dit que c'était un petit peu par le hasard qu'il était tombé dans l'astrophysique. Dans l'astrophysique, il dit, mais au fond, moi, ce qui m'intéressait, c'est la science. Alors, j'ai fait de l'astrophysique, mais j'aurais pu faire tout à fait autre chose. Et alors que c'est des grands savants, évidemment, des immenses savants de leur matière, quoi. Et c'est vrai que c'est assez modeste de dire ça. Hein. Tu me dis, au fond, ouais, j'ai fait ça, mais enfin, j'aurais pu faire autre chose. Et vous avez raison, c'est cette curiosité qui est très frappante chez eux. Qui est une sorte de moteur en fait de leur carrière et de perfection et d'aller aussi comme vous l'avez dit, contre la doxa en général. Absolument. En fait, ils ne font pas les choix par rapport à autrui parce que c'est par exemple un thème, le thème de thèse, c'est à la mode. Non, en fait, ils vont découvrir en fait par leur passion, par cette curiosité qui les motive en fait de nouveaux espaces dans la science. Et c'est ça qui est récompensé en fait, parce qu'en fait ils découvrent par exemple un monde comme les exoplanètes. Voilà, oui. On découvre comment. Oui, c'est cet astrophysicien qui raconte. Alors, je lui demandais d'ailleurs comment on découvre une planète qui est en dehors de notre système, quoi. Et il explique ça, c'est tout à fait fabuleux. Mais en même temps, oui, c'est ça. Ça donne des leçons. Alors, des leçons de vie. Alors, on va pas prendre les 10 chapitres, mais il y a quelques-unes des questions comme ça que vous posez. Par exemple, comment optimiser sa chance, comment faire ce qui a du sens plutôt que ce qui est opportun, comment être responsable de sa propre vie. Et à chacune de ces questions correspond une interview que vous faites d'un prix Nobel et puis les leçons que vous en avez tirées. Alors, évidemment, les 10 sont tout à fait impressionnants, mais est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a plus touché peut-être, parce qu'après c'est personnel, même quand on lit le livre, il y a des chapitres qui nous concernent peut-être plus que d'autres.
Oui, bah alors moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le chapitre sur la responsabilité avec la première femme présidente d'un pays africain. Oui. Et en fait, pendant l'interview, elle nous a raconté sa vie. Et donc, en fait, quand elle parle de concepts comme, on va dire, la responsabilité ou la liberté, en fait, ça a une teneur par sa vie, son expérience, qui est mais complètement différente. Je me souviens, lors de l'interview, elle nous a expliqué qu'elle était un jour sur la plage et tous les membres du gouvernement ont été tués, assassinés. Elle a été mise en prison. Et en fait, quand elle nous raconte ça, et elle est en face de nous, en fait, on se rend compte qu'elle a vécu des choses extrêmement fortes, même traumatisantes. Oui, puis c'est une personnalité extraordinaire. Elle est extraordinaire. Donc il y a toutes ces questions qui se posent, évidemment. Chacun de nous, on est peut-être plus touché par un chapitre que par un autre. Il y en a un comment se faire entendre, par exemple. Il y a aussi comment trouver sa vérité. Est-ce que vous, il y a... Dans les 10 prix Nobel que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a plus touché que d'autres ? Philippe ? Oui, moi, il y a la première présidente d'un pays africain, la présidente Sirleaf. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est en fait, durant l'interview, elle nous a partagé en fait son expérience. Et un jour, elle était sur la plage. Donc, elle était prix Nobel de la paix, hein ? Prix Nobel de la paix, exactement. Elle était donc sur la plage avec les autres membres du gouvernement. Et en fait, tous les membres du gouvernement ont été assassinés, sauf elle. Elle a été jetée en prison. Et en fait, quand elle nous décrit cette expérience, en fait, le poids des mots sont différents. Il y a une vraie profondeur. On se rend compte que quand elle dit, bon, il faut être responsable, il faut se battre pour sa vie, en fait, il y a une vraie... En fait, on est touché par les mots qu'elle pose, par l'expérience qu'elle a vécue. Et en plus, c'est quelqu'un qui a vraiment en fait, réussi. Elle a multiplié, je crois, par 16 le budget du Libéria. C'est une femme extraordinaire qui se bat notamment pour le droit des femmes en Afrique. Enfin, bon. Donc vraiment une personnalité remarquable, et quand on sort de cet entretien, en fait, on est enrichi. Et c'est un petit peu ces paillettes ou cet enrichissement qu'on a voulu transmettre dans ce livre. Chaque entretien, en fait, nous a marqué, nous a même parfois bouleversé, parce que quand on vous raconte des choses aussi fortes, en fait, ça nous marque, et c'est vraiment ce qu'on a voulu transmettre dans cet ouvrage avec Mathilde. Et justement, à la fin de chaque entretien, on est ressorti différemment. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que ça vous a changé au fond, vous-même ? Oui, parce que après on débriefé, on discutait sur les points saillants, ce qui nous a marqué, ce qui nous a façonné aussi. Et à chaque fois, on est sorti grandi et finalement plus exigeant, et on s'est dit tiens, la vie elle a davantage de valeur, et c'est ce qu'on a essayé de transmettre à nos lecteurs avec ce livre, c'est donner davantage de densité à la vie. On a posé beaucoup de questions dès l'introduction, en rencontrant ces Nobel, mais à chaque fois il y a une volonté, on revient peut-être à nos années où on était enfant, où on a un regard neuf sur le monde, ce qu'on évoquait il y a quelques instants, mais voilà, c'est cette soif d'être plus exigeant, de tendre vers l'excellence, et les Nobel nous ont accompagnés, nous ont aidés à tisser ce chemin aussi. Je parlais des chapitres, chaque chapitre correspond à un Nobel. Vous aviez l'idée de ces chapitres avant de les rencontrer, ou c'est leur rencontre qui vous a permis de tirer ces 10 leçons ? Non, c'est vraiment la rencontre, en fait, qui a créé les chapitres. En fait, c'est la discussion qui a amené, en fait, les thématiques. Et après, on a essayé de recouper, en fait, chaque thématique avec le regard d'autres Nobel. Donc, on a essayé d'un peu étendre, élargir. On a fait tout un travail de recherche sur d'autres prix Nobel qui auraient pu se poser sur la question qui est posée du chapitre. Mais oui, donc la démarche, c'est vraiment, on commence par l'expérience, par l'interview. Et après, on essaye de tirer un concept, de prendre un peu de distance par rapport à ce qui a été dit. Voilà. Et en exergue justement de ce livre, on cite Mauriac qui dit « L'empreinte d'un homme sur un autre est éternelle ». Et voilà, on a voulu raconter cette phrase parce que ça dit quelque chose aussi de notre livre, de la façon dont on perçoit ces rencontres qui sont un événement, dans le sens c'est une rupture avec l'habitude, le quotidien, le fade. Et voilà, et de se dire finalement on vise quelque chose de grand. D'accord. Alors comme ça c'est un jeu un peu, mais après il faudra envoyer au livre et puis chaque lecteur se fera son avis à lui. Mais si je vous demandais à vous deux ou à chacun de vous les 3 leçons au fond que vous avez retirées de ces entretiens.
3 mots, travail, travail, travail. C'est oui. ce qui revient à chaque fois. On en conclut là-dessus. Le travail, c'est crucial et c'est aussi important quand on a une passion, quand on est curieux. Il faut s'y consacrer pleinement. Il n'y a plus d'heures, il n'y a plus... Voilà, c'est vraiment, je pense, ce qui nous a marqué. Ils l'ont pas dit, le travail, mais ça se ressentait. Ça a eu cet acharnement, cette ténacité et l'aboutissement, le résultat, et tout ça, ça vaut le coup. Oui, et je suis d'accord, et c'est un petit peu, c'est ce qu'on a évoqué dans la conclusion, c'était vraiment en fait le travail, mais c'était en fait un paradoxe. Parce qu'en fait, ils n'en parlent pas. On n'en parle pas. Absolument pas. Et ils disent pas, en fait, ça a été dur. En fait, ils vivent vraiment pleinement leur passion. On a même l'impression que ça a été simple. Oui, c'est ça. C'est là le sans doute pas vrai, mais... Non, mais c'est vrai. C'est le propre des gens les plus intelligents, les plus brillants. C'est montrer la sueur et le labeur qu'ils sont. Alors, c'est un grand débat philosophique. Est-ce qu'on peut apprendre, je dis le bonheur, on pourrait parler du bonheur, mais peut-être ou la vie bonne, enfin comme disent les philosophes, est-ce qu'on peut apprendre des leçons des autres? Parce que certains philosophes contestent ça en disant non, c'est intérieur, et puis d'abord le bonheur, on ne sait pas tellement bien ce que c'est difficile à définir. Est-ce que pensez-vous qu'on peut apprendre justement, par l'exemple, avoir une vie un peu meilleure? On a eu la chance avec Philippe d'effectuer beaucoup de déplacements et de rencontrer des décideurs, ces prix Nobel. Et c'est des personnes à chaque fois qu'on admirait. Et on le dit dans le livre, finalement, de regarder ce que font, comment se comportent, ce que lisent, comment agissent, comment parlent aussi les personnes qu'on admire, pour essayer de faire un peu comme elles. Et je pense que l'admiration, c'est une qualité qui est importante pour tendre vers quelque chose. Et voilà, ça a été un peu notre grille de lecture aussi, notre façon d'appréhender les choses. Oui, exactement. Et en fait, on l'a mis dans la couverture du livre, cette citation donc, de Albert Schweitzer, qui résume un petit peu... Il a été prix Nobel lui-même. Voilà, en 1952, donc prix Nobel de la paix, et qui dit donc cette phrase « L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer les autres, c'est la seule ». C'est la seule, absolument. Oui. Donc c'est vraiment l'idée de ce livre. En fait, quand on a vu cette citation, Mathilde et moi, on s'est dit on va la mettre là, parce que c'est vraiment, on croit en cette citation, qu'on peut s'appuyer sur l'exemple de la réussite des autres pour soi-même se l'approprier, bien sûr à notre échelle. On ne sera pas tous prix Nobel, ça c'est quasiment sûr, mais en tout cas, on peut prendre un peu de leur sagesse par ces exemples, s'appuyer sur ces réussites et devenir un petit peu meilleur, s'améliorer et se perfectionner. Est-ce que le matin, comme ça, quand vous vous levez, vous pensez à, je sais pas, un de ces entretiens en disant, tiens, voilà, aujourd'hui, tiens, je pense à cette idée-là qui va peut-être éclairer ma journée? Absolument. Alors justement, vous parlez de matin et ça c'est très important. On avait des réunions à distance avec Philippe le matin pour préparer. Philippe est suisse, c'est ça? J'habite en Suisse. Vous habitez en Suisse? Exactement. Voilà, vers 6h du matin. Et vous habitez dans les Yvelines? Avec grande joie depuis toujours. Et l'objectif, c'était très tôt de commencer sa journée en apprenant, en faisant quelque chose d'intelligent et d'être toujours dans cette réflexion, dans ce rapport au savoir, dans cet apprentissage-là. Et donc, dès le matin, de se dire je vais débuter ma journée en apprenant, en étant dans la réflexion, dans ce travail d'écriture aussi. Oui, je pense qu'on a vraiment essayé de faire ça, Mathilde et moi, vraiment essayé d'appliquer, on va dire, chacun des chapitres. Et parfois, je me souviens, on l'a fait en rigolant, une sorte de jeu entre nous, où, par exemple, on hésitait entre 2 destinations de voyage et on a tiré à pile ou face, on a introduit du hasard, donc comme le premier chapitre. On a essayé vraiment de façon pratique de voir en fait où ça nous menait. Et vous vous sentez meilleur aujourd'hui qu'avant le livre? ou plus en phase avec ce que doit être la vie? Plus exigeant. Plus exigeant. Quand on a écrit ce livre, après, dans le rapport aux autres, dans le rapport au travail, dans notre rapport aussi à la vie, d'être honnête aussi avec soi, d'être honnête avec les autres. Et voilà, un petit peu meilleur, on l'espère. Oui, il faudrait qu'on le relise, en fait. Voilà, il faut le relire tous les jours. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on peut le picorer aussi, parce que voilà. De multiples entrées. Et ce qui est bien fait, c'est de dire qu'il y a en effet une interview des prix Nobel, et puis vous tirez les leçons aussi de ce qu'ils vous disent après, donc c'est très simple à lire, à comprendre.
Ça s'appelle donc Ce que les Nobel ont à nous dire, de Mathilde Dobineau et Philippe Branche. Et c'est chez VA Édition. VA Édition, c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de choses excellentes, qui publie beaucoup d'excellents livres, et qui est une maison versaillaise. Voilà. Hein? Donc, qui est quelques mètres d'ici. Hubert. Et voilà, on remercie beaucoup Hubert Delangue, notre éditeur, qui nous accompagne. Voilà, on avait fait aussi notre livre sur la Chine, mieux comprendre la Chine, voilà, chez VA Édition. Et... Excellent éditeur. Excellent éditeur versaillais. Merci infiniment Philippe Branche et Mathilde Dobineau. Donc je rappelle, ce que les Nobel ont à nous dire. Merci. Merci beaucoup.